Alors, pour les acidoses, on récapitule. Voilà, pour les acidoses métaboliques, le prime moment 20 ou l'anomalie primitive, c'est une baisse des bicarbonates, et donc par conséquent, on aura une baisse du pH, et ce qui va compenser, c'est la baisse de la PaCO2. Dans l'alcalose métabolique, le prime moment 20 ou l'anomalie primitive et l'augmentation des bicarbonates, et on aura par conséquent une élévation du pH, et par contre, le mécanisme compensateur, c'est une élévation de la PaCO2. Pour l'acidose respiratoire, on a dans l'acidose respiratoire, voilà, les discussions, d'accord. Voilà. Non. Euh, je, je veux juste... Non. Bon, c'est pas grave. Respiratoire, l'anomalie primitive, c'est une élévation de la PaCO2. Les bicarbonates sont pH va baisser selon la formule personnelle. Par conséquent, et le compensateur, c'est une élévation des bicarbonates, et le contraire pour l'ose respiratoire. Bon, l'anomalie primitive, c'est une baisse de la PaCO2, et par conséquent, on aura une élévation du pH, et le mécanisme compensateur, c'est une baisse des bicarbonates. Là, est-ce que vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Oui. Comme ça, on peut continuer à l'aise. Très bien. Hein? Alors, là, pour l'acidose métabolique, la baisse du pH, par définition, c'est une baisse du pH provoquée par la baisse des bases tampons, des bicarbonates. L'importance de l'acidose est donnée par l'amplitude de la baisse des bicarbonates par rapport à leur valeur. Plus le taux de bicarbonate est bas, plus le pH est. C'est ça ce que je veux dire. La compensation, c'est une compensation respiratoire. Elle se fait par le poumon. Comment? La compensation respiratoire, c'est une compensation immédiate, rapide. Elle est immédiate bien sûr qu'il y a la compensation des mécanismes, les mécanismes compensateurs sériques, etc., intracellulaires et extracellulaires. Et ensuite, il y a la compensation respiratoire par le biais des chémorécepteurs au niveau des centres respiratoires. Au niveau des centres respiratoires, il y a des chémorécepteurs qui sont sensibles aux variations du pH. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura une hyperventilation. Hyperventilation, c'est-à-dire une augmentation de la ventilation minute. Le volume courant, il augmente, et il y a une augmentation de la fréquence respiratoire, hein, et de la fréquence respiratoire. Donc, on va augmenter les sorties de CO2. Et donc, la PaCO2, par conséquent, elle va baisser. Elle est décrite, cette respiration, c'est par M. Kussmaul. On l'appelle la respiration de Kussmaul. C'est une respiration qui est régulière, rapide, ample et profonde, et sans cyanose. Il n'y a pas de cyanose. Hein? La cyanose veut dire qu'il y a une hypoxémie, une baisse de la pression partielle en oxygène, une baisse de l'oxygène artériel, qui m'a dans le Covid actuellement. Il y a des hypoxémies par atteinte pulmonaire.
Mais là, les malades, ils hyperventilent, ils augmentent leur fréquence respiratoire, le volume, etc. Mais parce qu'il y a une baisse de la PaCO2, il y a une hypoxémie. Par contre, ici, c'est juste un mécanisme compensateur pour éliminer plus de CO2 qui est considéré comme étant un nuage. Hein? On élimine le CO2 et on va baisser par conséquent la PaCO2. Cette baisse est proportionnelle à celle des bicarbonates. Hein? Donc, plus les bicarbonates sont basses, plus le pH est bas, plus la compensation respiratoire elle est ample, elle est importante. Et ça va de soi. Donc, jusqu'à la valeur seuil de 8 mm mercure. Excusez-moi. Je ne sais pas comment je me débarrasse de ça. Très bien. Bon. Donc, les mécanismes... Oui. Madame, répétez, c'est quoi une cyanose? Une cyanose, c'est une coloration bleutée des téguments. واحد يولي أزرق, la couleur تاعو زرقاء parce que l'oxygène, il est bas dans le sang. D'accord? Vous m'avez compris? Bien. Il y a les mécanismes physiopathologiques et les étiologies des acidoses métaboliques. Il y a des mécanismes qui vont déterminer ces acidoses métaboliques. L'accumulation aiguë d'acide. Il y a un excès d'acide dans l'organisme. Soit il y a une perte de bicarbonate importante dans les urines. Soit l'excrétion rénale d'acide est diminuée. D'accord? Donc, 3 grands mécanismes. Accumulation aiguë d'acide, les acides y sont en excès. Soit on perd beaucoup de bicarbonate, le tampon, soit il y a une excrétion rénale, l'excrétion rénale diminuée. Vous avez vu, on a vu que les ions H+, il y a un mécanisme de compensation rénale, de régulation du pH par voie rénale en augmentant l'excrétion des ions H+, sous 3 formes. Hein? Les ions H+, ils sont sous forme libre, soit sous forme d'acidité titrable, soit sous forme d'ammoniac. Donc là, c'est diminué. En général, c'est l'insuffisance rénale. On va voir les causes de toute façon. Voilà. Pour le diagnostic, comment on fait le diagnostic? La première des choses, on doit faire des gaz du sang. Hein, la première étape, il faut affirmer l'acidose métabolique, donc par les gaz du sang. Je ne vois pas bien. Non? Donc, on parle d'acidose parce que le pH artériel, il est inférieur à 7,38 en se comptant du pH artériel. Et elle est métabolique parce que les bicarbonates sont inférieurs à 22 millimoles. La réponse compensatrice peut être prédite. En cas d'acidose métabolique simple, la baisse des bicarbonates entraîne une baisse prévisible, bien sûr, de la PaCO2. C'est normal. Et donc, la PaCO2 en millimètres mercure attendue, c'est une formule, c'est la formule de Winter, 1,5 multiplié par le taux de bicarbonate plus 8 plus ou moins 2. C'est-à-dire, si on a des bicarbonates à 18, les bicarbonates, elles sont à 18,
Donc 1,18, c'est 27 plus 8, combien ça nous fait? Hum, 27 plus 8, 30. Je ne sais pas. J'ai oublié. Donc, c'est ça la réponse attendue. On va voir. 27 plus 8, ça fait... Excusez-moi. 35. Donc, on va trouver une PaCO2 à 35. Normalement, elle est un peu plus basse. Hein. 33 peut-être. Si la PaCO2 est plus basse ou plus élevée que la valeur calculée, hein, il faut suspecter un désordre acido-basique complexe, respectivement une alcalose ou une acidose respiratoire associée. Donc, il y a un trouble ventilatoire associé. C'est-à-dire que si je trouve que elle est très basse ou elle est très élevée par rapport à cette valeur, là, je dois me dire qu'il y a un problème dans les mécanismes compensateurs. La deuxième étape, dans l'acidose, et ça c'est très important, c'est de déterminer le trou anionique. Parce qu'il y a toujours une électroneutralité dans le plasma. La somme des concentrations des anions est égale à la somme des concentrations des cations. الأيونات والشوارد je ne sais pas comment un site, j'ai oublié comment on les appelle باللغة العربية. Donc, si on considère spécifiquement les concentrations des cations Na++ et K+, et des anions H+, HCO3- et le chlore, il existe une différence appelée le trou anionique. Ce trou anionique est égal le sodium moins le chlore plus les bicarbonates. La somme des anions et la différence entre les anions et les cations. Donc, on aura une valeur normale qui est égale à 12 plus ou moins 4 millimoles. Donc, et 16, bien sûr, si on prend en considération le potassium. Donc, il y a le trou anionique. Si ce trou anionique est supérieur à 16, puisqu'il y a physiologiquement des anions qui sont indosés, qu'on ne peut pas doser. Parce qu'il y a également le trou anionique calculé et le trou anionique mesuré également. Bon, bref. Cette différence entre les deux, on parle de trou anionique. Si le trou anionique est supérieur à 16, on parle de trou anionique élevé. Et on va voir pour les diagnostics. Dans le diagnostic de l'acidose, on doit déterminer le désordre, comme on a vu. On doit affirmer l'acidose métabolique par la baisse du pH et la baisse des bicarbonates et par conséquent la baisse de la PaCO2 et on doit calculer le trou anionique. Si ce trou anionique est supérieur à 16, on le considère comme étant élevé. Et on va voir les acidoses anioniques et les acidoses à trou anionique élevé. L'acidose avec trou anionique normal, il y a une perte rénale ou digestive des bicarbonates.
Donc, on aura une baisse des bicarbonates et elle est compensée par une augmentation du chlore. On a un gain d'HCl. Et on appelle ça les acidoses hyperchlorémiques. Dans les acidoses à trous anioniques élevés, l'addition d'H+ est associée à un anion indosé. C'est un anion qu'on ne dose pas, et donc la baisse des bicarbonates remplacée par un anion mesuré. Exemple, on a les lactates. Les lactates, c'est un acide. Et on peut pas on le dose pas, c'est-à-dire. Donc, il est remplacé par un anion mesuré. Et on va voir les mécanismes ensuite. Premièrement, les acidoses à trous anioniques élevés. L'acidose lactique, dans l'accumulation aiguë d'acide, on a l'acidose lactique. Et l'anion indosé, c'est les lactates. Il y a l'acidocétose diabétique. Les intoxications par acide exogène. On a l'intoxication au salicylate, par l'aspirine, l'éthylène glycol et le méthanol. Les acidoses à trous anioniques augmentés par perte de bicarbonate, il n'y a pas ici, et le défaut d'excrétion rénale d'acide. Voilà, c'est le défaut. Une diminution de l'excrétion rénale d'acide, on a l'insuffisance rénale. Dans les acidoses à trous anioniques normales, on a l'intoxication dans l'accumulation aiguë d'acide, on a l'intoxication aux acides chlorés, le chlorure d'ammonium et l'HCl. Les pertes de bicarbonate, on a les diarrhées, les anastomoses urétero-intestinales et les acidoses tubulaires proximales. Oui. J'ai pas compris la question, s'il vous plaît. Les phénomènes, ils concernent la pathologie. C'est des pathologies. Ça, c'est des pathologies, oui. Est-ce que je continue? C'est des maladies précises. Oui. C'est-à-dire pour les déséquilibres acido-basiques, il y a plusieurs, comme on a vu, il y a plusieurs pathologies qui donnent des déséquilibres acido-basiques. Et il y a des pathologies précises qui donnent, par exemple, des pathologies précises qui donnent l'acidose métabolique, qui donnent l'alcalose métabolique, qui se manifestent, se manifestent par des acidoses métaboliques ou des acidoses respiratoires, etc. Ça va? Très bien. Dans le défaut d'excrétion rénale d'acide, on a l'acidose à trou anionique normal, on a l'acidose, c'est une distinction. Tout ça, c'est une distinction dans les mécanismes physiques des acidoses. Il y a les acidoses à trou anionique normal et les acidoses à trou anionique augmenté. C'est tout. Il faut avoir ça juste dans la tête. Très bien. Les manifestations cliniques. Comment se manifeste cliniquement l'acidose? Elles ne sont pas très spécifiques. L'acidose, dans l'acidose aiguë sévère, on a la polypnée.
La polypnée dans les acidoses. Je trouve un diabétique type 1 avec une hyperglycémie et il est en hyperventilation. Ah, ça, ce qui me vient à la tête, il est en acidose. Il est polypnéique, il est en acidose. D'accord? Manifestation. Parfois des détresses respiratoires, un bas débit cardiaque et le coma. Dans il y a les acidoses aiguës, ça c'est les acidoses aiguës. Dans les acidoses chroniques, ah, il y a des personnes qui sont tout le temps en acidose. Je prends l'exemple que j'ai comme exemple. Dans les acidoses chroniques, il y a une formation de lithiase et la néphrocalcinose. Ah, je prends l'exemple, les insuffisants rénaux chroniques. Il y a la lithiase et le chronique. L'amyotrophie, c'est une atrophie. Le retard de croissance. L'ostéomalacie et les fractures pathologiques. Parce qu'il y a une baisse du calcium dans l'os. Là, il y a une démarche diagnostique devant une acidose métabolique. Acidose métabolique, c'est-à-dire j'ai un pH qui est bas, bicarbonate basse. Je calcule le trou anionique. Le somme, moins chlore plus bicarbonate. Trou anionique, je le trouve moins de 16. Ah, c'est une acidose à trou anionique normal. C'est une acidose hyperchlorémique. Là, je dois calculer le trou anionique urinaire. Ça, c'est la démarche diagnostique. Normalement, ça ne vous concerne pas, mais c'est juste pour étayer surtout quelques diagnostics. Et l'importance du calcul du trou anionique dans les acidoses. Hein, pour savoir étiqueter les étiologies. Hein. Trou anionique inférieur à 0, soit c'est une dilution, soit il y a une charge acide, soit des pertes de bicarbonate. Si le trou anionique à ce moment-là urinaire est supérieur à 0, c'est les acidoses tubulaires. Dans les acidoses métaboliques à trou anionique élevé, hein, on applique l'acidocétose diabétique, les intoxications et l'insuffisance rénale. Ça, c'est les 4 grands chapitres, les 4 grandes pathologies qui se manifestent par une acidose métabolique à trou anionique élevé. Comment on va traiter ces acidoses? Hein? D'après vous, il y a un traitement qui est commun. Il y a le traitement spécifique à chaque étiologie. Ah, dans les acidoses, il y a un manque de bicarbonate. Je dois ramener des bicarbonates. D'accord? Le traitement spécifique, c'est-à-dire que si j'ai une acidocétose diabétique, je dois mettre en route un traitement avec l'insuline. Si j'ai une insuffisance rénale, je dois faire en urgence une séance d'hémodialyse. Je dois dialyser le patient. Et ainsi de suite. On verra ça. Donc, pour le traitement commun de toutes les acidoses, est-ce que là, vous arrivez à me suivre? Hein? Vous arrivez à me suivre? Il y a des questions? Oui, très bien. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire comme traitement commun?
On doit stabiliser le malade. Donc, on doit lui apporter de l'oxygène, un remplissage vasculaire. S'il nécessite une ventilation mécanique, je dois le faire une ventilation mécanique. S'il y a un problème hydroélectrolytique, par exemple une hypercalémie, comme on a vu la dernière fois les hypercalémies dans les acidoses. Donc, ensuite, correction en urgence d'une hypercalémie par utilisation des bicarbonates, correction ou prévention d'une hypokaliémie, risque de précipiter une hypokaliémie lorsque l'acidose va se corriger, et correction d'une hypocalcémie, bien sûr, à laquelle serait aggravée par remontée du pH. Donc, lorsque le pH revient à la normale, on va aggraver l'hypocalcémie. Pour les traitements particuliers, l'acidose à trou anionique normale, on va apporter du bicarbonate si l'acidose est marquée ou non réversible spontanément. Donc, l'acidose à trou anionique
Est-ce qu'il y a des discussions? Très bien. Est-ce que vous m'entendez là, s'il vous plaît? Donc, pour les acidoses anioniques normales, il faut apporter des bicarbonates. Oui, il y a une question. Oh, très bien. Pour l'acidocétose diabétique, il faut apporter l'insuline et la réhydratation. Pour l'acidocétose alcoolique, on doit donner le glucose et de la vitamine B1. Pour l'insuffisance rénale, c'est l'épuration extra-rénale. Donc, si les possibilités du premier point sont dépassées, par exemple, je prends l'exemple de l'éthylène glycol, intoxication par l'éthylène glycol. On va faire un lavage gastrique, perfusion d'éthanol, perfusion d'antidote, c'est le 4-méthylbenzoate, l'alcalinisation et l'épuration extra-rénale. Ça, c'est des exemples. Seulement, c'est des exemples pour le traitement des acidoses. Pour l'acidose respiratoire, j'espère qu'on va terminer. La définition et la pathogénicité, si on revient toujours à l'équation d'Anderson-Hasselbalch, on a une baisse du pH provoquée par une augmentation de la PaCO2. Hein? Le pH, il baisse parce que la PaCO2 est augmentée. Donc, lorsque le CO2 augmente dans tous les cas, le CO2 augmente dans tous les cas d'hypoventilation alvéolaire. C'est-à-dire que le sujet a un problème respiratoire et il n'arrive pas à chasser le CO2 des poumons. Cette accumulation de CO2 va augmenter la PaCO2 et on aura une acidose respiratoire. Elle peut être aiguë comme elle peut être chronique. Chronique dans les insuffisances respiratoires chroniques. L'origine, elle peut être bronchopulmonaire. Si on a aspiré, c'est que j'ai un problème au niveau des bronches ou des poumons, soit au niveau laryngé, soit au niveau musculaire. J'ai un problème musculaire, une paralysie ou autre. Soit que le problème, il est central ou même autre chose, une intoxication peut donner une hypoventilation alvéolaire. Les comas, intoxication qui donne le coma, qui donne par exemple les morphiniques. Je prends l'exemple des morphiniques. Les morphiniques, ils donnent une hypoventilation, une diminution du travail respiratoire, une hypoventilation d'origine centrale. Et donc, ils donnent par conséquent une acidose respiratoire. La compensation, elle est métabolique, c'est tout à fait normal. J'ai une augmentation de la PaCO2, donc j'ai une baisse de mon pH, donc automatiquement, les bicarbonates vont augmenter pour faire revenir mon pH à la normale. Lorsque l'acidose est respiratoire et aiguë, la compensation métabolique est nulle, donc le délai de réponse, c'est le délai de réponse du rein. Donc le rein, il ne va pas répondre rapidement. OK? Il prend du temps. Il prend du temps, tout le temps, le rein. La réponse rénale, elle est tardive lorsqu'elle est aiguë, mais dans les compensations, la compensation métabolique, elle se fait en général, elle se fait par le rein, mais dans des délais, c'est-à-dire dans les 6 heures, dans les 8 heures, dans les 24 heures, etc., où j'aurai une réponse rénale par élévation des bicarbonates. Pour la physiopathologie, le mécanisme qui m'a, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une hypoventilation alvéolaire. Hypoventilation alvéolaire. Donc, cette hypoventilation alvéolaire peut être définie comme un défaut de renouvellement du gaz alvéolaire, nécessaire à maintenir une PaCO2 normale. Donc, elle aboutit
à une élévation de la PaCO2 et c'est normal, c'est l'acidose. Le diagnostic biologique et clinique des acidoses respiratoires. On a le déséquilibre entre ventilation alvéolaire et production de CO2 entraîne bien sûr une modification de la PaCO2 et va entraîner une acidose respiratoire et provoquer l'augmentation de celle-ci et qui va diminuer, c'est normal, le rapport bicarbonate sur acide carbonique sur PaCO2 et par conséquent le pH. En situation chronique, il existe une compensation rénale par élévation des bicarbonates. Et parfois, on trouve une élévation exagérée de ces bicarbonates, mais qui n'est jamais totale. On va trouver en général le pH qui est légèrement moins de 7,38. Bien sûr, l'hypoventilation alvéolaire, il y a toujours une hypoxémie et une hypercapnie. Une hypoxémie, c'est la baisse de la PaO2. Et une hypercapnie, c'est une élévation de la PaCO2. D'accord ? Donc, ils ont des effets, ces deux paramètres, la PaCO2 et la PaO2, la baisse de la l'hypoxémie, l'hypercapnie, ils ont un effet vasculaire et un effet central, neurologique. Donc, on aura une vasodilatation cérébrale avec une augmentation des pressions intracrâniennes secondaires à cette hypercapnie. Donc, qu'est-ce qui va s'en suivre? Des céphalées, astérixis, c'est des mouvements anormaux, confusion mentale, voire coma. On a les signes d'hypercapnie. Les signes d'hypercapnie. Les signes cliniques d'une hypercapnie. Céphalée, astérixis, confusion mentale, coma, parce qu'il y a une élévation de la pression intracrânienne par vasodilatation cérébrale. Le CO2 est un vasomoteur. Une augmentation de la PaCO2 donne une vasodilatation cérébrale et une baisse de la PaCO2 donne une diminution de une baisse va donner la vasoconstriction. Donc, on a les sueurs, hypertension, c'est toujours dans les signes cliniques de l'hypercapnie. Un ralentissement psychomoteur, somnolence qui peuvent accompagner cette hypercapnie chronique. Tout ça, c'est des signes d'hypercapnie. Alors, pour les étiologies des acidoses, on a tellement d'étiologies. C'est toutes les pathologies qui donnent l'hypoventilation alvéolaire. Soit le problème, il est central. On a tous les traumatismes crâniens, les AVC, les sédatifs. Soit un dysfonctionnement des centres respiratoires. Toutes les pathologies aussi. Il y a les sédatifs, le syndrome de Parkinson, le tétanos, le traumatisme médulaire, la myélite, la Parkinson, beaucoup de pathologies. Soit il y a un dysfonctionnement des récepteurs périphériques. Des récepteurs périphériques, on a l'endartériectomie artérielle, c'est une intervention qui se fait au niveau des carotides, une dysautonomie, la syringomyélite, une dysautonomie diabétique, le tétanos, pas mal de pathologies. Soit une atteinte de la pompe elle-même, soit une atteinte, le problème, c'est le contrôle ventilatoire, le contrôle central ventilatoire, soit c'est la pompe. Donc, quand on parle de la pompe, c'est le poumon et les accessoires, les muscles, les os, etc., la cage thoracique, etc. Et bien sûr, les afférences. Bon, on a
soit un problème médulaire, de la corne antérieure, soit un problème au niveau des nerfs périphériques. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. C'est juste pour vous. Soit c'est un truc toxique, soit c'est une myasthénie, soit c'est un botulisme, soit une atteinte des muscles respiratoires, diaphragme surtout, essentiellement, c'est le plus important des muscles respiratoires. Toutes les pathologies qui donnent un problème au niveau une paralysie musculaire, quelle que soit, un Guillain-Barré, myasthénie, botulisme, tout ce que vous voulez, poliomyélite, l'hémiopathie, tout ce que vous voulez. Et certains troubles métaboliques, ils donnent un relâchement musculaire, comme on a vu la dernière fois dans l'hypokaliémie, les hypophosphatémies, les hypomagnésémies, etc. Soit une anomalie qui atteint la cage thoracique elle-même. La kyphoscoliose, la spondylarthrite ankylosante, voilà, l'épanchement pleural. Pour les hypoventilations alvéolaires d'origine, là où c'est le poumon qui est atteint, on a toutes les pathologies que vous voulez. On prend le Covid. Le Covid, il y a le SDRA, une atteinte pulmonaire, il y a le BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive sévère, l'emphysème pulmonaire sévère, la réduction parenchymatose, par exemple, on enlève un poumon, etc. Des lésions cicatricielles, la fibrose pulmonaire, par exemple, des pneumopathies, beaucoup d'autres pathologies. Il n'y a pas que ça. Toutes les pathologies pulmonaires peuvent donner, à un moment donné, une acidose respiratoire. Donc, à n'importe quel étage, que ce soit au niveau du contrôle, que ce soit au niveau de la pompe, que ce soit au niveau du poumon lui-même, toutes ces étiologies peuvent aboutir à une acidose respiratoire. Le traitement de l'acidose respiratoire. Le traitement, c'est l'assistance respiratoire. Bien sûr, elle est presque tout le temps associée à une hypoxémie. C'est une hypoventilation alvéolaire. Donc, le traitement d'hypoventilation, il faut traiter cette hypoventilation alvéolaire et sa cause. Le traitement, ça dépend le cas du malade. On donne de l'oxygène. Par exemple, la cause, bien sûr, on donne de l'oxygène et une aide respiratoire, une assistance respiratoire. Un drainage, par exemple, si j'ai un pneumothorax, c'est la présence de l'air dans la cavité pleurale qui comprime, etc., je dois drainer. Si j'ai un épanchement liquidien, je dois drainer, je dois évacuer. Par exemple, le malade une crise d'asthme, on doit donner les bêta-2-stimulants, salbutamol, etc. Okay. S'il y a une obstruction bronchique, on doit désobstruer. On donne, c'est-à-dire l'oxygénothérapie se fait soit par lunettes nasales jusqu'à la ventilation mécanique avec toutes avec tous les paramètres. L'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, par définition, c'est un désordre acido-basique le plus souvent rencontré chez le patient hospitalisé. Donc, par définition, il s'agit d'une élévation du pH dont la cause est une augmentation de la concentration plasmatique des bicarbonates. La compensation, évidemment, c'est une compensation respiratoire par une hypoventilation alvéolaire. On doit augmenter la PaCO2 pour ramener le pH à la normale. Comment
on a une alcalose métabolique. Comme on a une alcalose métabolique, elle résulte de deux phases obligatoires. Il faut créer et il faut maintenir. Il faut que cette alcalose soit créée et ensuite elle doit être maintenue. On va voir doucement. Donc, chez un sujet normal, une charge même très importante de bicarbonate ne provoque pas d'alcalose significative. Parce que le rein a des capacités d'excrétion des bicarbonates très importantes. Donc aussi une perturbation du fonctionnement rénal est-elle nécessaire pour maintenir donc une alcalose métabolique. Une fois l'alcalose elle est installée, même si la cause est supprimée, l'alcalose ne se corrige pas tant que le phénomène de maintien n'est pas lui-même corrigé. Donc, il faut une création de cette alcalose et il faut un maintien. Pour qu'il y ait une correction de cette alcalose, il faut que le facteur de maintien qui maintient cette alcalose doit être traité. Sinon, on n'arrive pas à traiter cette alcalose métabolique. Bon, c'est une particularité qui est remarquable et une difficulté du diagnostic et surtout du traitement des acidoses. C'est difficile de traiter une alcalose métabolique. C'est facile de traiter une acidose, c'est difficile de traiter une alcalose. Donc, quels sont les facteurs qui vont créer et qui vont contribuer à la création de cette alcalose métabolique? Donc, c'est une augmentation des concentrations des bicarbonates. Soit une augmentation de la quantité des bicarbonates, soit une contraction du volume. Le volume est contracté et diminué. Un apport net des bicarbonates sous forme de Na+, HCO3- ou de CaCO3 ou des anions métabolisables, les antiacides non absorbables et les résines échangeuses de cations, les transfusions sanguines. Doma, tout ça, donc ils vont apporter des bicarbonates. Soit il y a les capacités d'excrétion par le rein des bicarbonates deviennent réduites. On a une diminution du débit de filtration glomérulaire par hypovolémie, par une baisse des néphrons et par une hypercalcémie. Ou une augmentation de la réabsorption de bicarbonate par l'hypovolémie et autres causes d'hypersécrétion d'aldostérone. Les hyperaldostéronismes, on a l'hypokaliémie aussi, l'hypercalcémie, la déplétion chlorée extrarénale et l'hypercapnie. Le diagnostic, bien sûr, le diagnostic positif, il se fait premièrement, il faut affirmer l'alcalose métabolique par un pH sanguin supérieur à 7,42 et une augmentation des bicarbonates supérieure à 27 avec une augmentation secondaire et compensatrice de la PaCO2 pour compenser, c'est une compensation ventilatoire pour compenser cette alcalose métabolique. Ensuite, il faut rechercher les facteurs qui entretiennent cette alcalose. On a vu l'hypovolémie, l'hypocalcémie, l'hypokaliémie, beaucoup de... On a dit tout à l'heure que c'est très difficile de traiter une alcalose métabolique. Le traitement, il découle directement de la physiopathologie, de ce qu'on a vu, les facteurs de création et les facteurs de maintien. Il faut supprimer la cause et il faut corriger le facteur et le phénomène qui maintient cette alcalose métabolique par la correction d'une hypovolémie, par la correction d'un déficit chloré, du chlore, par la correction d'un déficit du potassium.
Et s'il y a une autre cause, il faudrait la rechercher et la corriger. Donc en pratique courante, on va apporter des chlorures de sodium et on va apporter également du potassium. Dans les cas où on n'arrive pas à corriger, on peut avoir recours à l'acétazolamide, le Diamox, soit par voie IV, 250 à 375 mg, 1 à 2 fois par 24 heures. C'est un diurétique, inhibiteur de l'anhydrase carbonique et il provoque une excrétion de bicarbonate. Et il donne de bons résultats. Exceptionnellement, on peut perfuser des acides par voie centrale si le pH est élevé, parce qu'un pH à 7,60, il engage le pronostic vital. Il peut mourir, le patient, à ce moment-là, pour des pH aussi bas, aussi élevés. Pour l'alcalose, est-ce que vous êtes là? Est-ce que il y a des questions? Il y a des questions jusque-là? S'il vous plaît, il y a des questions? Il y a des questions? Je continue? Est-ce que je continue? Très bien, je vais voir. Oui, très bien. Le dernier trouble acido-basique, c'est les alcaloses respiratoires. La définition, c'est une élévation du pH provoquée par une diminution de la PaCO2. C'est une hyperventilation alvéolaire. La compensation, elle est métabolique par une élévation des bicarbonates. Lorsque l'alcalose est respiratoire, vous allez me dire comment, c'est un peu intriqué, hein? Comment savoir si c'est métabolique ou c'est respiratoire. J'ai une alcalose, j'ai une élévation, une alcalose, une baisse de la PaCO2, une baisse et une baisse par conséquent, une augmentation des bicarbonates. Hein? Est-ce que c'est une acidose métabolique ou c'est une alcalose respiratoire? Il faut voir la clinique. Il faut voir la clinique, le primo movens. La première chose qui a c'est-à-dire la chose qui a donné excusez-moi, l'anomalie primitive. D'accord? Donc la compensation de cette alcalose respiratoire, c'est lorsqu'elle est aiguë, il n'y a encore aucune compensation métabolique. En cas d'alcalose respiratoire chronique, le rein excrète des bicarbonates pour corriger le pH. On a la formule suivante, elle permet de prédire la correction métabolique d'une alcalose respiratoire chronique. Je pense excusez-moi, je ne l'ai pas mise, je suis désolée. Ah, pardon. Donc, la pathogénie des respiratoires, une alcalose respiratoire est provoquée par toute hyperventilation, quelle que soit la cause. Hein? Quelle que soit la cause, on a une alcalose respiratoire. Quelle que soit la cause de l'hyperventilation, on a une alcalose respiratoire. Les étiologies des alcaloses respiratoires. Soit le problème il est central, donc il y a une hyperventilation
ventilation, comme dans les acidoses métaboliques. C'est pour ça, une tumeur, par exemple, je prends une tumeur. Hein, je prends une tumeur cérébrale qui donne une hyperventilation alvéolaire. Un effort, par exemple, pas dans le central, mais un effort très important. Quelqu'un, il va courir pendant un bon moment, il va hyperventiler et à la fin de la course, on va trouver une alcalose respiratoire. Bon, les hyperventilations d'origine hypoxique, c'est-à-dire quand on a une baisse de la une baisse de la PaO2, les centres respiratoires sont stimulés et par cette hypoxémie, par cette baisse de la PaO2, et on aura une hyperventilation alvéolaire, soit avec hypoxie d'origine circulatoire, c'est-à-dire que mes tissus manquent d'oxygène. Ah, mes tissus manquent d'oxygène. Je prends l'exemple de l'état de choc. Ah, il y a un déficit de la délivrance de l'oxygène vers les cellules. Les cellules manquent d'oxygène. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On aura une hyperventilation. Par diminution quantitative ou qualitative du transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Je prends l'exemple, l'anémie provoque une hyperventilation. Ou les hyperventilations d'origine mécanique ou passive. Par exemple, il y a un épanchement pleural. Hein, le sujet, il va hyperventiler. Il va augmenter sa fréquence respiratoire pour pallier à cette hypoxémie. Donc, le traitement étiologique seul, en général, est suffisant et rapidement efficace selon le cas. On doit lutter contre l'hypoxémie par l'apport d'oxygène. On doit lutter si le patient est en état de choc, on doit faire un remplissage. S'il y a les crises d'angoisse également, hein, les crises d'angoisse donnent une hyperventilation. Ah, je vous dis le sujet. Hein, on fait les crises de panique, on fait une psychothérapie. Par exemple, si c'est une pathologie pulmonaire, on va peu importe la pathologie pulmonaire, je prends l'exemple d'un pneumothorax qui n'est pas suffocant, le sujet certainement il va hyperventiler, donc je vais drainer l'épanchement thoracique. Si par exemple une douleur donne une augmentation du travail ventilatoire, donc je vais donner un antalgique, etc. Donc le traitement de la cause, il va suffire pour traiter cette alcalose respiratoire. Si par exemple un malade en réanimation avec un respirateur, il est désadapté, etc., lorsque on change les paramètres ventilatoires sur le respirateur, tout va rentrer dans l'ordre. Dans les cas extrêmes, on peut avoir recours à certains médicaments, les sédatifs. Voilà pour. En conclusion, donc au sein de l'organisme, le pH est variable selon les organes et les structures. Seul le pH plasmatique est facilement mesuré en clinique et pris en compte dans les troubles acido-basiques. Il est finement régulé grâce à ces systèmes tampons et à l'élimination ou à la rétention du CO2 par le poumon et des électrolytes par le rein. Merci pour votre attention. Est-ce que jusque-là, il reste 8 minutes, je pense, 6 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions? De rien.